Ok, super. Alors, je suis désolé, je m'excuse, j'ai pas pu mettre le joli fond d'écran que vous m'avez envoyé parce que je ne sais pas trop me servir de Zoom. C'est pas Mais grave. je crois que c'est pas trop grave puisque c'est avec mon diaporama que vous allez surtout suivre. Déjà, bah, merci pour l'invitation. Je crois que je suis la dernière présentation aujourd'hui, donc j'espère que je vais pas vous endormir et que je pourrais vous apporter quelques éclairages sur cette thématique. Donc moi, je vais surtout vous parler de la préparation physique et de la gestion de la charge de travail en lien avec les blessures aux ischios. Simplement en préambule, pour vous dire que finalement, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est, on va dire, la connexion entre trois choses principales. Déjà, les éclairages scientifiques en fait sur lesquels je me suis construit en fait sur cette problématique. Moi, je suis quelqu'un qui vient des sports d'endurance où c'est pas une problématique qui est hyper prévalente. Et puis depuis que j'ai basculé dans d'autres types de sports, notamment dans le football, c'est un sujet auquel je me suis intéressé. Au-delà de cet éclairage scientifique, je vais croiser ça en fait avec mon expérience personnelle de ces dernières années pour vous dire en fait finalement qu'est-ce qui me paraît le plus important de ce point de vue-là. Et puis au-delà de ça aussi, vous dire que ce sont des choses que j'ai construites en échangeant avec des pairs, c'est-à-dire des personnes qui sont confrontées au même type de problématiques, soit dans du même type de sport, soit dans d'autres types de sports, mais généralement des sports qui sont comment dire, confrontés à des problématiques d'exposition à des hautes vitesses, où bien souvent on voit que la problématique des ischios, elle est plus prévalente. Donc, c'est un point de vue qui est forcément biaisé à prendre avec distance. C'est juste mon avis personnel. Et puis, je sais qu'il est très probable d'évoluer encore avec le temps. Si j'avais fait cette présentation il y a 2 ans, ça aurait probablement pas été la même qu'aujourd'hui. Et je sais très bien que si j'avais à la faire dans 2 ans, j'aurais sûrement encore fait évoluer le diaporama. Donc ça, c'est un premier préambule. Le deuxième, c'est de dire que finalement, ces problématiques de blessures, comme finalement la plupart des sujets qu'on souhaite un peu mieux appréhender dans le cadre des interventions qu'on peut avoir auprès des sportifs, c'est des sujets qui sont complexes, qui peuvent être, c'est des phénomènes qui peuvent survenir en réponse à différents types de contextes, différents cas de figure. Donc, je vais essayer de vous montrer, comme c'est illustré sur la droite, un certain nombre de méthodes sur lesquelles j'ai porté mon attention pour réduire ces problématiques de blessures musculaires et notamment au niveau des ischio-jambiers. Mais c'est forcément une approche qui reste simpliste par rapport à la complexité en fait de la survenue de ces phénomènes-là. Donc voilà, j'ai forcément des biais, c'était la diapo d'avant. Et puis au-delà de ça, je vais forcément avoir une tendance à simplifier des choses qui sont plus complexes dans la réalité que telles que je vais parfois le résumer. Pour donner un peu le contexte, en sport co et notamment en foot, on est quand même dans une tendance à avoir un jeu qui s'accélère avec cette notion de vitesse qui tend à d'intensité dans les efforts, dans les accélérations, dans les vitesses qui sont atteintes par les joueurs, dans le volume d'actions à haute vitesse qui sont accumulées lors des matchs. On est sur une tendance à voir que le jeu s'intensifie. Sur la gauche, par exemple, c'est l'évolution qui avait été décrite des exigences physiques des matchs en première ligue entre 2006 et 2013. Et on voit, par exemple, que la distance en sprint avait augmenté de presque d'un tiers durant cette période-là. Je n'ai pas de données plus actuelles à vous présenter par rapport à ça, mais des échanges que je peux avoir avec des personnes qui y travaillent, c'est a priori pas le phénomène, c'est pas du tout inversé depuis cette période-là. Et puis sur la droite, c'est des résultats plus récents qui concernent le championnat espagnol, où pareil, quand on regarde comment le jeu a évolué, on voit que il n'y a pas forcément une plus grande distance totale parcourue par les joueurs durant les matchs. Par contre, quand on cible les actions à haute vitesse, donc là, ils ont pris le parti de les déterminer à partir de 21 km/h, on voit qu'on a plutôt des curseurs qui tendent à augmenter au fil des années et donc d'avoir un jeu de plus en plus intense et
une quantité de sprint, de volume de sprint qui s'accroît avec le temps. En parallèle de ça, le constat qu'on peut faire, tout en se méfiant des corrélations trop directes, c'est que la problématique des blessures aux ischios, elle a plutôt eu tendance à s'exacerber avec le temps. Ici, par exemple, sur la gauche, c'est la manière dont a évolué le nombre de blessures aux ischios rapportées par 1000 heures de pratique chez des joueurs qui étaient suivis dans le cadre d'études UEFA, donc des clubs principalement impliqués dans les différentes Coupes d'Europe. Et donc, on voit que, par exemple, entre le début des années 2000 et 2014, on a une augmentation moyenne de l'ordre de 4% à chaque fois de plus de blessures aux ischios chaque année. Donc, c'est quand même loin d'être anodin. Et puis, sur la droite, toujours issu de cette même base de données de clubs UEFA, on peut voir que quand on positionne les différents types de blessures que subissent les joueurs dans ces clubs-là, on voit que la blessure aux ischios, c'est peut-être le principal problème à régler, parce que si ce n'est pas toujours forcément la blessure la plus sévère, sa récurrence fait que c'est quand même quelque chose qui prive de beaucoup de jours de pratique et de matchs les joueurs des équipes professionnelles. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur à essayer de résoudre. Et donc, ça nécessite d'avoir une réflexion particulière sur les moyens qui peuvent aider à contrer ce phénomène. Pour rentrer un peu dans le détail, je pense qu'un point de départ qui est vraiment super intéressant, c'est d'essayer de comprendre finalement les mécanismes qui engendrent ces blessures-là. Donc ça, c'est un papier très récent auquel a participé Pascal, qui présentait juste avant moi, qui a analysé sur des clubs de foot allemands les mécanismes qui étaient impliqués dans le cadre de blessures aux ischios chez des joueurs de football. Et le constat qui a été fait, comme vous pouvez le voir sur l'histogramme, enfin le graphique qui est à droite, qui représente en fait la surface de chaque case, représente en fait la proportion de blessures aux ischios qui sont reliées à tel ou tel mécanisme. En rouge, on a la part des blessures aux ischios qui sont liées à des mécanismes d'overstretch, c'est-à-dire de d'étirement excessif de la chaîne postérieure, donc que l'on observe principalement sur des actions où les joueurs doivent se freiner avec un mouvement de fente vers donc comme on le voit par exemple sur le cas numéro C en bas, où là le joueur va venir se réceptionner ici en fente avec beaucoup d'énergie à emmagasiner. Donc ça casse souvent dans ce type de cas de figure-là. Ça casse aussi sur des actions de frappe. Donc là, c'est ce qu'on voit sur la ligne du haut, où là, on a une bonne proportion des blessures aux ischios qui surviennent comme ça. Et puis, ce qui est en bleu, ça représente plutôt les blessures qui sont liées à des mécanismes de sprint, soit durant des phases où on est en phase d'accélération, c'est-à-dire on n'a pas encore atteint des très hautes vitesses, mais on pousse très fort pour se lancer, ou soit des phases où là, on est effectivement à haute vitesse. Donc, on peut voir qu'il y a deux grands mécanismes à essayer finalement auxquels il faut préparer les joueurs pour que lorsqu'ils sont exposés à ces phénomènes-là, ils soient capables de les encaisser. Et on voit qu'il y a quand même un point commun, c'est ce que souligne l'article, qui met en évidence qu'il y a un mécanisme quand même principal qui revient, qui se retrouve en fait dans des mouvements très rapides qui impliquent des fortes contractions excentriques au niveau de la chaîne postérieure. Donc, pour voir un peu comment les clubs s'organisent pour un petit peu contrer ce genre de problème, ici, j'ai fait le choix de vous mettre en évidence ce qu'on appelle une Delphi Study. Donc, en fait, c'est un type d'étude assez particulier qui consiste à essayer de finalement voir quels sont les points communs qui ressortent entre des personnes qui interviennent sur une thématique pour faire émerger finalement les actions de prévention sur lesquelles il y a assez de consistance par rapport à ces types d'intervenants. Donc ici, comme vous pouvez le voir, dans cette étude-là qui a été publiée récemment, il y a des gens de clubs renommés qui étaient impliqués. Et ce qui ressortait comme les deux stratégies de prévention des blessures musculaires comme étant les plus efficaces, on avait les sprints et le travail
excentrique. Donc, c'est principalement là-dessus, en fait, que je vais centrer mon propos pour le reste de la présentation. Si on regarde un peu en détail ce que nous montre la littérature et que j'ai moi-même constaté par expérience, c'est que très fréquemment, les blessures aux ischios, lorsqu'elles sont associées à des phénomènes de sprint, la catégorie numéro 2 qu'on a présentée juste avant, on voit qu'elles sont surtout observées dans des contextes où on a une variation brutale de l'exposition du joueur à des hautes vitesses, c'est-à-dire lorsque pendant plusieurs semaines, je n'ai pas été exposé à des hautes vitesses et que soudainement, je me mets à y être exposé beaucoup plus. On voit que c'est souvent là que ça casse, ce qui nécessite du coup une vigilance particulière par rapport à la gestion de la charge de travail des sportifs pour prévenir ce genre de blessures et notamment anticiper un maximum les pires scénarios en fait, auxquels ils peuvent être confrontés en compétition pour que lorsque cela survienne, il n'y ait pas trop de pépins. Le constat qu'on peut faire, malheureusement, c'est que même si on prend des clubs à très haut niveau, on voit qu'il y a des difficultés à justement parvenir à maintenir une exposition suffisante de la part de l'ensemble des joueurs à des hautes vitesses et à des volumes de sprint suffisants. Pour illustrer ça, je vais vous montrer 2 études. La première qui a été publiée il y a quelques années par le club de Liverpool, où ils avaient comparé la charge de travail de leurs joueurs en les classifiant en 3 catégories. Les starters, donc qui étaient les joueurs qui débutaient plus de 60% des matchs. Le groupe du milieu qui représentait les joueurs qui débutaient entre 30 et 60% des matchs. Et puis le groupe des non-starters, donc qui étaient les joueurs qui étaient titulaires moins de 1/3 du temps. Et quand on regarde leur temps de pratique durant la saison, on voit qu'il n'y avait pas de différence très notable. De la même manière qu'en bas, si on regarde la quantité de kilomètres parcourus durant toute la saison, pareil, il y avait un petit écart, mais qui restait relativement limité. Mais que par contre, comme on peut le voir sur la droite, et on va voir que c'est un constat qui est récurrent, les joueurs qui ont tendance à accumuler moins de temps de jeu lors des matchs, on voit un déficit assez considérable en termes de volume de sprint qu'ils réalisent durant la saison. Ce qui, comme on va le voir, est vraiment problématique dans la mesure où un joueur qui n'est pas suffisamment réexposé, qui n'est pas suffisamment exposé à ce type de contraintes, lorsqu'il s'y trouve confronté alors qu'il n'en a pas l'habitude, ça le met dans une situation où il n'est pas en capacité de pouvoir encaisser, résister au type de contraintes que subissent ses muscles et notamment les ischios. Donc ça, c'est pour le club de Liverpool. Et pour vous illustrer que ce n'est pas un cas isolé, ça, c'est une deuxième étude qui a été publiée il y a 2 ans par la Juventus de Turin. Donc, encore une fois, des clubs de très haut standing. Et ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient comparé les charges de leurs joueurs titulaires par rapport à ceux qui avaient peu de temps de jeu en match sur des périodes où les matchs s'enchaînaient. Donc, c'est généralement des semaines à 2 matchs par semaine. Et le constat qui était fait, même si c'était dans une proportion moindre que l'étude que je vous ai présentée précédemment, c'est qu'on avait un déficit d'exposition à des vitesses élevées de la part des joueurs qui n'étaient pas généralement alignés dans le 11 titulaire. Donc ça, c'est ennuyant. C'est ennuyant pour différentes raisons. La première d'entre elles, c'est que déjà, quand on regarde les études qui caractérisent le type de contrainte qui est associé au fait de courir proche de sa vitesse maximale, on voit que c'est des choses qu'on a du mal à resimuler autrement qu'en faisant du sprint. Ici, sur la gauche, peut-être que vous avez déjà vu cette étude aujourd'hui, où ils avaient comparé les niveaux d'activation qui étaient atteints par les 3 chefs musculaires des ischio-jambiers sur différents mouvements de renforcement qui sont listés en bas, là. Et comparer ces niveaux d'activation par rapport au niveau d'activation maximale qui était atteint lorsque les mêmes participants devaient sprinter à vitesse maximale. Et comme vous pouvez le voir, il y a un déficit assez net qui ressort. Et les résultats de cette étude ont été confortés un petit peu plus tard par une autre étude dont vous pouvez voir les résultats en bas à droite, là,
où le même constat a été fait, c'est-à-dire que quand on positionne le sprint comme les niveaux d'activation maximale atteints en sprint comme le 100%, ben on voit que la plupart des exercices classiques de renforcement des ischios que l'on peut mettre en place avec des sportifs ne parviennent pas à atteindre les mêmes niveaux d'activation. Ça a été aussi assez bien décrit par une thèse qui a été publiée récemment sur le sujet, qui a montré qu'en utilisant des matrices EMG, ben, finalement, sur certaines séquences de la foulée, on a des niveaux d'activation qui sont atteints, qui atteignent jusqu'à 140% des niveaux maximaux d'activation qui sont atteints sur des contractions maximales volontaires, tout en sachant que ces niveaux d'activation maximale sont atteints sur des phases de la foulée où les ischios travaillent sur des grandes longueurs et sur des actions très explosives. Donc, on est vraiment sur des niveaux d'activation très élevés sur des actions excentriques qui sont réalisées à très haute vitesse. Donc, en termes de contraintes, c'est vraiment loin d'être anodin. Et donc ça, je le passe, j'y reviendrai peut-être après. Mais globalement, l'idée, c'est finalement de retenir de tout ça que s'il y a peut-être une première pièce à mettre à l'édifice pour un peu y voir clair sur quelles sont les fondations à consolider pour limiter les blessures aux ischios, c'est déjà de bien avoir en tête que c'est difficile d'y parvenir sans exposer le joueur à des hautes vitesses de course. C'est-à-dire que le meilleur moyen d'être efficace dans sa préparation au fait de pouvoir sprinter sans se mettre en danger, c'est d'être habitué à sprinter. Et quand je dis sprinter, c'est vraiment courir vite, c'est-à-dire se rapprocher de sa vitesse maximale. Alors, avec des joueurs de foot, ce n'est pas la peine forcément de les pousser à 100% systématiquement proche de leur vitesse maximale, mais au moins de se rapprocher très régulièrement de ce qu'ils font en match, d'atteindre ce qu'ils font en match de manière très fréquente pour que ça fasse partie de leurs habitudes et que leurs muscles soient habitués à pouvoir encaisser ça. Parce que finalement, ce qu'on constate, par exemple, c'est que si on compare les contraintes qui s'exercent sur les ischios en fonction de la vitesse de course, on voit que, par exemple, quand on court à 80% de sa vitesse maximale et qu'on compare ce niveau de contrainte par rapport à lorsqu'on atteint sa vitesse maximale, on a un décalage en termes de contrainte excentrique qui est de l'ordre de 50%. Et ça veut dire, par exemple, que lorsque l'on veut exposer ces joueurs à ces contraintes qui sont particulièrement élevées lorsqu'ils courent vite, il faut qu'on ait un seuil à partir duquel on considère qu'un sprint est réellement un sprint qui soit suffisamment élevé. Donc, ça passe ça comme implication assez concrète par le fait que vous ne pouvez pas monitorer, par exemple, votre charge de travail en sprint en mettant un cut à 20 km/h en considérant que dès lors que le joueur rentre dans cette zone-là, c'est suffisant pour considérer que ça va vraiment le préparer à pouvoir encaisser le type de contraintes auxquelles vont être confronter ces ischios lorsqu'il va atteindre des très hautes vitesses. Donc, vraiment, quand on dit sprinter, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des vitesses qui sont supérieures à 85-90% de la vitesse maximale du joueur. Sinon, on ne le prépare pas vraiment à ce type de sollicitation qu'il peut vivre en match. Si on transfère maintenant ces choses-là au contexte des clubs, j'avais beaucoup aimé cet article qui avait été publié par le groupe des Stéphanois, parce qu'il avait le mérite en fait d'attaquer le sujet par le bon bout. Ce qu'il faut en fait comprendre, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui paraît évident à mettre en place, mais qui est peut-être pas suffisamment suivi, il y a peut-être des causes un peu plus profondes à aller chercher. Et souvent, ce que l'on constate, c'est que dans les endroits où il y a des difficultés à mettre en place ce genre de stratégie d'entraînement où on crée une vraie culture du sprint dans le club, dans l'équipe, c'est que en fait, il y a des craintes qui sont associées au fait de le faire. Et notamment, c'est sûr que quand on commence à exposer plus régulièrement les joueurs à des hautes vitesses à l'entraînement, ça peut faire craindre le fait de les blesser dans ce genre de situation, puisque vu qu'elles sont plus contraignantes, eh bien, il est clair que ça crée plus de mise en tension sur les muscles, que ça les challenge davantage. Mais en même temps, on ne peut pas faire autrement que d'exposer les joueurs à ça.
C'est-à-dire que la stratégie ne peut pas consister à se dire que on peut régler le problème finalement en l'évitant. Au contraire, il faut plutôt chercher à en faire quelque chose qui soit tellement habituel pour le joueur que finalement, qu'il joue des matchs où il est amené à faire beaucoup de sprints, à aller chercher des très hautes vitesses, ça soit quelque chose qui soit finalement assez anodin pour lui et qu'il faut vraiment rentrer dans une stratégie où le sprint n'est plus considéré comme le coupable, mais plutôt comme la solution. Et donc là, je vais vous donner des exemples de comment est-ce que ça peut être fait. Vous allez voir qu'on reste sur des choses qui sont quand même assez simples. La chose aussi à avoir en tête, c'est qu'on se rend compte que plus les recherches avancent et plus finalement les bénéfices du sprint sont multiples. Il y a à la fois des bénéfices préventifs parce que on se rend compte que le fait d'habituer le joueur aux contraintes qu'il va vivre lors des pires scénarios de compétition, notamment où il va jouer des matchs durs qui vont s'enchaîner 2 fois par semaine, ça permet à la fois de générer des adaptations du type d'augmentation de la force des muscles ischio-jambiers. Ça permet aussi d'engendrer des adaptations qui sont architecturales, avec un allongement des faisceaux musculaires, qui sont des choses qu'on a plutôt coutume d'associer au fait de faire du travail de force analytique excentrique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de force analytique excentrique, mais ce que ça suggère quand même, c'est que le sprint peut contribuer à ça. Et qu'il y a donc un vrai effet préventif. Et que là où c'est intéressant, c'est qu'au-delà de cet effet préventif, ce que montrent aussi les travaux, c'est que le fait de sprinter, ça a aussi un intérêt pour développer cette qualité à aller vite. Donc, on a à la fois un effet prévention, mais on a aussi un effet sur les performances du sportif, dans sa capacité à courir vite, mais aussi à réitérer ce type d'action lors du match et à être prêt à pouvoir le faire lorsque ils sont confrontés à une équipe adverse qui impose un jeu très rythmé, très agressif, avec du type box-to-box, comme on dit un petit peu dans le jargon. Donc, il y a vraiment un enjeu à implémenter ce genre de choses. Et pour que ça marche, clairement, il y a un vrai travail collaboratif à mener au sein de la structure, au sein du staff, pour que en fait, tout le monde marche dans la même direction. C'est-à-dire que si on prend par exemple le cas un club de sport collectif, pour pouvoir vraiment mettre en place ce genre de culture de l'entraînement à la vitesse, il faut que chacun y voit une opportunité, que le médecin y voit l'opportunité de prévenir ce type de pathologie, que le préparateur physique n'ait pas l'impression de prendre la décision dans son coin et de voir tout le monde se désolidariser s'il y a un pépin qui survient, et que l'entraîneur lui-même et l'ensemble du staff comprennent l'intérêt d'exposer les joueurs à ce type de contraintes. Et puis au-delà de ça, la chose qu'on peut dire aussi, au-delà de l'aspect purement prévention des blessures et dimension athlétique de la performance, c'est que si le match implique ce type de contraintes, il est important que l'entraînement les simule également. Parce que sinon, le risque, c'est que tout ce que vous allez travailler d'un point de vue cognitif, d'un point de vue technico-tactique, par exemple, si vous le travaillez toute la semaine dans un contexte qui est très différent de celui que les joueurs vont vivre en match, où ils ont beaucoup d'actions à haute intensité, des actions qui impliquent beaucoup de vitesse, des contraintes énergétiques qui sont significatives, vous courez le risque en fait qu'ils ne soient pas prêts à faire face à ce genre de défi. Et ça, vraiment, il y a un vrai travail d'alignement du staff et de collaboration, de mise en commun de la stratégie et de co-construction de la stratégie qui est indispensable à mettre en œuvre pour que ce soit une culture qui soit assumée à la fois par le staff performance, le staff technique et le staff médical. Sinon ça marche assez mal. Par rapport à ça, une fois qu'on a dit ça, en fait, ce qu'il faut faire, c'est assez simple. C'est simplement s'assurer que les niveaux de contraintes auxquels on expose les joueurs chaque semaine en termes de travail de haute vitesse, prépare les joueurs à être en capacité d'encaisser les pires scénarios auxquels ils peuvent être confrontés en situation de compétition. Donc concrètement, si on applique ça par exemple sur un joueur de football, il faut que le joueur il ait dans les jambes l'équivalent de ce que représente 2 matchs très durs en termes d'accélération et de sprint par semaine. Il faut
augmenter progressivement les charges pour que ce genre de contrainte, ça fasse partie de ce que le joueur a l'habitude de pouvoir encaisser. Et la chose dont il faut le plus se méfier, en fait, finalement, ce sont des périodes comme c'est illustré ici, où on a des semaines durant lesquelles on a très peu d'exposition des joueurs à des hautes vitesses, à des accélérations très intenses. Surtout si ces périodes-là, on sait qu'elles précèdent des phases durant lesquelles on va potentiellement remonter très fort les curseurs. Donc là, d'où l'importance d'avoir un vrai système de suivi de la charge et idéalement de pouvoir s'appuyer sur des outils GPS pour pouvoir quantifier ça. Pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'accéder à ce genre de technologie, ça suppose à minima en fait, de se poser la question du type de contraintes qu'engendrent les situations d'entraînement et de s'assurer que notamment toutes les situations de jeu dans des grands espaces qui reproduisent assez fidèlement les contraintes du match, les joueurs en fait les visitent durant la semaine, qu'il y ait suffisamment de situations dans lesquelles ils peuvent se projeter dans la profondeur pour pouvoir s'exposer à des très hautes vitesses. Donc ça paraît simple quand on le pose comme ça, mais un problème qui est récurrent, c'est que bien souvent, sous couvert de spécificité où on veut faire 100% de l'entraînement avec le ballon, on a parfois une certaine tendance à enfermer les joueurs dans des espaces réduits. On fait des small-sided games, c'est-à-dire des situations d'entraînement dans lesquelles on a une grande densité de joueurs. C'est des situations qui engendrent beaucoup d'accélération, de freinage, mais qui empêchent finalement le joueur de pouvoir se lancer dans la profondeur et lui laisse suffisamment de temps de pouvoir aller chercher des hautes vitesses. Et finalement, quand on regarde ce que c'est un match de foot, notamment, on constate que pour les joueurs de couloir et puis les joueurs qui sont situés plutôt en attaque, ils ont beaucoup plus la possibilité de prendre les intervalles. Et puis, ça n'interdit pas que des joueurs qui sont plutôt dans l'axe aient à le faire sur certaines situations de jeu en particulier. Et ça, donc, il faut se méfier de ça, se méfier que le fait de finalement privilégier l'entraînement avec le ballon, ce qui est très bien en termes de reproduction d'un certain nombre de contraintes, ne se fasse pas au détriment de certaines situations qui exposent le joueur à des contraintes physiques qu'il ne vivrait qu'en match. Parce que si c'est un joueur qui, encore une fois, enchaîne pas suffisamment les matchs, vous pouvez assez vite vous retrouver avec des trous dans la raquette. Pour illustrer des cas de figure que l'on peut voir assez classiquement, ici, je vais plutôt prendre celui-là. Ça, c'est un exemple de joueur, par exemple, qui a plutôt l'habitude d'être sur le banc en match et qui serait enfermé dans une méthodologie d'entraînement qui est plutôt axée sur le fait de privilégier des espaces réduits. Ici, sur les volumes d'accélération, donc ce que vous avez d'entouré en bleu, c'est un match durant lequel le joueur débute. Et puis, toutes les autres histogrammes, ça représente des journées d'entraînement. Sur tout ce qui est accélération, ce qu'on constate généralement, accélération, freinage, etc., on voit souvent que c'est des choses qu'on a de manière importante en termes de volume, à la fois dans les entraînements et dans les matchs, parce que finalement, notamment quand vous êtes dans ces fameuses situations de jeu réduit, vous avez sans arrêt des petites accélérations, des accélérations à produire sur des courtes distances, vous avez des blocages à faire, des changements de direction. Donc, ça exacerbe beaucoup ce type de contraintes et ça prépare clairement le joueur à pouvoir les encaisser en match. Par contre, lorsque l'on regarde ce qui se passe sur les vitesses plus élevées, donc les vitesses au-delà de 20 km/h et qui plus est sur des vitesses encore supérieures au-dessus de 25 km/h, on voit que s'il n'y a pas une vigilance à suffisamment régulièrement mettre en place des exercices en fait, qui permettent aux joueurs d'avoir des grandes distances dans lesquelles se projeter, on peut voir qu'on a un vrai risque à ce que le match soit quelque chose de très atypique. Et autant dire qu'en termes de contraintes, là, on est sur des choses qui ne sont pas du tout familières pour le joueur et qui peuvent très fortement augmenter le risque de blessure, ce qui a été démontré par les études que je citais au début de ma présentation. Ça, on peut avoir l'impression que c'est assez finalement commun d'en rester à des bases aussi simples que ce que je décris là. Mais la réalité, c'est que quand il y a 25 joueurs à gérer de front, ou plus que ça, par exemple, quand vous travaillez dans un club de rugby, c'est un vrai challenge. Parce que
en fonction des joueurs qui jouent régulièrement en match, d'autres qui jouent beaucoup moins, d'autres qui ne jouent jamais, d'autres qui parfois descendent jouer avec l'équipe réserve, d'autres qui reviennent de blessures. Ça rend les choses très complexes et finalement, le diable se loge dans les détails, j'ai envie de dire. Et il y a une nécessaire vigilance individuelle à avoir. Et lorsqu'on doit démultiplier ça par le nombre d'individualités qu'on a dans un collectif, ça représente déjà un vrai challenge à pouvoir relever. Donc, on est sur des choses très basiques, mais qui, dans la mise en place au quotidien, demandent une vraie organisation. Aussi, ce que ça suppose, c'est d'avoir une vraie réflexion sur une vraie connaissance de ces exercices. Ici, c'est un exemple d'arbre décisionnel qui avait été publié par Martin Buchette il y a quelques années, qui, par exemple, expliquait, qui proposait un algorithme, en fait, en fonction du temps de jeu du joueur lors du match et de la distance qui sépare ce précédent match du suivant, eh bien, d'avoir des séances types de prêt qui soient notamment calées en termes de contraintes physiques, d'un point de vue énergétique, mais également neuromusculaire, en fonction justement du délai restant par rapport au match à suivre. C'est-à-dire que concrètement, plus vous êtes dans des matchs qui sont resserrés, plus le challenge, c'est de parvenir à ce que les joueurs qui ont peu de temps de jeu en match puissent être malgré tout exposés à des contraintes musculaires significatives sans que cela compromette leur capacité à pouvoir performer ou réduire le risque qu'ils se blessent lors du match d'après parce qu'on aurait tapé trop fort d'un point de vue neuromusculaire à l'approche du match suivant. Donc, il y a une vraie notion pour éviter ce genre de constat. Il y a une vraie notion d'anticipation à avoir. Et plus vous êtes dans des contextes où finalement les matchs s'enchaînent, et plus les fenêtres sont resserrées. C'est-à-dire, par exemple, si vous jouez un match le mercredi et que le match qui suit est le samedi, eh bien, des joueurs qui sont restés sur le banc le match du mercredi, il n'y a pas beaucoup d'opportunités de pouvoir les réexposer à des contraintes neuromusculaires importantes sans que ça ne compromette leur capacité à pouvoir être alignés sur le 11 de départ le samedi qui suit. Donc souvent, il y a une seule fenêtre de tir. C'est-à-dire, ça peut être tout de suite après le match ou ça peut être le lendemain du match en fonction du contexte dans lequel on est. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas trop tergiverser. D'où l'intérêt de mettre en place ce genre de stratégie d'anticipation. Parce que si on est dans une démarche plutôt à dresser les constats plutôt qu'à être proactif, eh bien souvent, en fait, le train est passé, l'opportunité de pouvoir exposer les joueurs à des hautes vitesses est passée et on ne peut plus se permettre de le faire parce qu'on est trop proche du match qui suit. Et il suffit de rater le coche une fois, deux fois pour se retrouver avec des joueurs qui peuvent ne pas avoir fait un sprint pendant 10, 15 jours et là, qui se retrouvent à risque s'ils doivent être alignés sur le match suivant. Donc là, ça nécessite d'être dans l'anticipation et puis ça nécessite aussi, dans l'idéal, de pouvoir s'appuyer sur des outils qui permettent de contrôler la charge en live. Donc là, de plus en plus, les outils GPS sont associés à des systèmes de feedback en live qui permettent de quantifier la distance parcourue par le joueur en sprint. Et donc, de s'assurer que les cibles qu'on s'est fixées durant la séance, qui doit compenser le match, elles aient bien été atteintes pour s'assurer que on ne revienne pas à analyser la séance d'entraînement et qu'on se dise mince, on a la moitié de l'équipe qui est passée au travers, donc qui n'a pas eu sa dose. Et puis à l'inverse, un certain nombre d'autres joueurs qui, eux, ont complètement dépassé les curseurs et dont on peut craindre qu'ils aient le temps de récupérer pour être prêts au match qui suit. Donc ça, encore une fois, c'est des choses assez simples, mais qui, dans le quotidien, nécessitent d'avoir des gens dédiés pour pouvoir consolider ces basiques. Ensuite, en lien avec ça, ce qui est très important, c'est que pour affiner la régulation de la charge, il faut aussi tenir compte des réponses du joueur aux contraintes qu'on lui impose à l'entraînement. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est essayer d'avoir une vue la plus à 360 possible. Donc là, c'est des choses toutes bêtes, là, encore une fois, demander aux joueurs le matin comment ils se sentent, avoir une vigilance particulière sur les courbatures, les douleurs éventuelles qui peuvent être ressenties au niveau de la chaîne postérieure quand
il y a une grosse séance de vitesse qui est prévue. Être vigilant aussi à ça les jours qui suivent ces séances où on pousse un peu plus les curseurs en termes d'exposition à des grosses contraintes neuromusculaires avec des vitesses élevées pour être sûr que on reste dans une zone acceptable et que le joueur en récupère d'ici le match qui suit. Et puis ça peut être renforcé par tout un tas d'autres éclairages, l'historique de blessure du joueur qui doit inciter pour certains joueurs à avoir une vigilance accrue, et puis la possibilité d'aller coupler ça à d'autres marqueurs, par exemple des marqueurs l'intensité des courbatures, par exemple, sur les ischios, la raideur musculaire ressentie. Voilà, tout un tas de faisceaux d'indices qu'on peut, choper sur le joueur, qui soit subjectif ou objectif, pour essayer d'avoir un diagnostic le plus fin possible pour détecter les contextes qui nécessitent d'ajuster la charge ou le temps de jeu la charge à l'entraînement ou le temps de jeu du joueur lors du match. Et en fonction de ça, là encore une fois, on en revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, l'absolue nécessité de créer dans le club une culture de l'échange entre les staffs pour que chacun puisse apporter son éclairage et faciliter la prise de décision, notamment pour l'entraîneur, sur les contenus d'entraînement et les temps de jeu du joueur. Donc ça, c'est vraiment, là encore une fois, des aspects management, mais qui sont absolument cruciaux à prendre en compte. Et souvent, un des vrais challenges, au-delà du fait de savoir quel type de bonne pratique peut avoir intérêt à être mise en place en termes d'entraînement, c'est de parvenir à générer de l'alignement et de l'adhésion de l'ensemble des gens du staff pour que la prise de décision soit la plus pertinente possible. Aussi, toujours sur cette thématique de sprint, après je vais accélérer parce que je ne vais jamais avoir le temps d'aller au bout de la présentation, c'est de se méfier des périodes où on peut avoir des temps off. Ce qui vraiment creuse le trou dans les charges telles que je vous l'ai illustré précédemment, c'est d'avoir une certaine tendance à pouvoir donner des jours off trop facilement. Alors, il y a des cas dans lesquels c'est absolument indispensable pour favoriser la récupération physique des joueurs ou casser la monotonie de l'entraînement ou leur permettre de passer davantage de temps en famille, de retrouver de la fraîcheur mentale. Mais il faut vraiment se méfier au fait que si on en donne trop facilement, par exemple lors des trêves internationales, ça peut engendrer des baisses de charge chroniques assez rapidement qui peuvent fragiliser le joueur. Donc moi, de mon point de vue, je dirais que la meilleure manière de prévenir les blessures musculaires, c'est de régulièrement exposer le joueur au type de contraintes les plus exacerbées qu'il peut vivre en situation de compétition, pour que finalement, lorsqu'il est confronté à ce type de contraintes, il les encaisse parce que ça fait partie de son quotidien. Donc, de ce point de vue-là, il faut vraiment rester précautionneux sur tout ce qui peut générer du désentraînement et baisser l'exposition chronique auquel le joueur est confronté. Et souvent, on est plutôt dans des problèmes de manque d'exposition que d'excès d'exposition. L'exposition, elle devient excessive de sorte que le joueur, on ne lui met pas dans les jambes, en fait. Donc, il faut faire attention à ne pas être trop drivé par le besoin de récupérer, d'être frais systématiquement pour le match d'après. D'autant plus que ça se mord un peu la queue, ce type d'approche, dans la mesure où ce qui exacerbe, ce qui optimise le plus la capacité d'un sportif à récupérer entre les matchs, c'est l'entraînement, en fait. Donc, il ne faut pas voir l'entraînement comme une menace, il faut le voir comme le meilleur moyen, en fait, de pouvoir encaisser les contraintes de la compétition et du coup de pouvoir enchaîner les matchs sans que ce soit une source de préoccupation ou une source de blessure potentielle. Je bascule sur la fin de la présentation. Lilian, est-ce que tu peux me dire combien de temps vous pouvez m'accorder encore ? 5 minutes ? Ouais, ok. Donc, je vais accélérer, je n'aurai pas le temps de faire le tour de tout, mais pour dire aussi qu'en complément de ces aspects vitesse, il y a aussi évidemment une place à accorder au travail de renforcement. Et là, souvent, le casse-tête quand vous êtes dans une équipe de sport co, surtout quand vous avez des matchs qui s'enchaînent tous les 3-4 jours, c'est de parvenir à trouver des fenêtres pour réaliser ce type d'exposition, en fait. Et souvent, ça devient assez vite mission impossible lorsque l'ambition, c'est de trouver des vraies fenêtres dédiées à pouvoir vraiment accumuler
un volume important de travail à la salle et notamment de contraintes excentriques. Déjà, d'une part, comme on a difficulté à pouvoir exposer souvent les joueurs à ce type de fenêtres d'entraînement assez condensées, on ne peut pas leur mettre des grosses charges parce que sinon, c'est plutôt un risque de les fragiliser. Et puis, au-delà de ça, voilà, il faut toujours trouver le bon équilibre entre le fait de pouvoir les exposer sur le terrain à des contraintes importantes et puis doser ce qui peut être fait à la salle. Et là, j'ai fait ressortir cette méta-analyse récente que j'ai trouvée vraiment très chouette, qui met en évidence que finalement, vous pouvez avoir des gains très intéressants en termes notamment de qualité de force en faisant du micro-dosing. C'est-à-dire que pour une quantité de travail hebdomadaire donnée, vous pouvez fractionner le nombre de séances par lesquelles vous atteignez un volume d'entraînement donné sans craindre que ça affecte les adaptations à l'entraînement. Donc la stratégie, souvent dans les clubs de sport co, elle repose sur cet aspect-là, c'est-à-dire finalement plutôt cibler un saupoudrage de ce type de contraintes plutôt que de les condenser à un moment donné de la semaine. Et donc, ce qui offre l'opportunité de caler ça pendant les échauffements, juste avant les séances d'entraînement ou lors des phases de retour au calme, par exemple, ça peut permettre d'avoir un volume suffisant sans avoir à trouver des fenêtres dédiées durant la semaine d'entraînement. Ça, c'est des études qui montrent aussi que on voit qu'il y a des adaptations qui sont assez rapides chez les joueurs de sport collectif à ce type de travail excentrique et qui ne nécessitent pas d'avoir nécessairement des gros volumes accumulés sur la semaine. Donc, ce qu'il faut simplement retenir, en fait, c'est que certes, on n'est pas dans des environnements où c'est forcément toujours facile de trouver toutes les opportunités de pouvoir implémenter ce genre de travail-là. Mais déjà, d'une part, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup pour commencer à avoir des bénéfices. Et d'autre part, on peut avoir des gains très intéressants en étant dans une logique de microdosing plutôt qu'en cherchant à avoir des séances de renforcement dédiées où vraiment on va accumuler un volume important de ce type de travail. Aussi, par rapport au renforcement musculaire, l'importance d'avoir une approche à 360. Donc, certes, l'intérêt de renforcer les ischios, mais d'avoir vraiment une logique de travail en chaîne, d'avoir en tête que, par exemple, les contraintes sur vos ischios, elles sont notamment aussi très influencées par la force de vos fessiers, par leur fatigabilité. Donc, il faut vraiment travailler sur toute la chaîne postérieure et puis accorder une place suffisante à tous les exercices qui consistent à développer la capacité du sportif à générer de la force horizontale. Donc là, sur la droite, il y a un certain nombre d'exercices qui sont illustrés, qui peuvent être des exercices avec des charges, qui peuvent être avec des exercices avec des sleds, des chariots, ou tout ce qui va être, par exemple, travail de pliométrie, qui peut aussi avoir un intérêt dans ce genre de contexte pour notamment améliorer la qualité de pied du sportif et s'assurer que ça ne vienne pas, si on a un appui qui est trop mou, trop fuyant, maximiser les contraintes sur ce qui se passe au-dessus. De la même manière que je l'ai dit sur le sprint, il faut aussi avoir une vraie rigueur à finalement s'assurer que régulièrement, le joueur il est exposé en salle à ce type de contraintes. Donc encore une fois, c'est des choses de base, mais lorsqu'il s'agit de monitorer sur 25 joueurs de front, qu'est-ce qu'ils ont fait à la salle au jour le jour, c'est déjà en soi un vrai défi à relever. Juste pour conclure, un dernier mot, et je n'y passerai pas trop de temps parce que je sais que vous avez une intervention là-dessus aujourd'hui. Une vraie tendance qui ressort aujourd'hui en sport collectif, c'est aussi de tenir compte du fait que finalement, les contraintes qui s'imposent, qui pèsent sur vos ischios, ils sont certes dépendants des vitesses auxquelles vous courez, du volume de sprint que vous avez dans les entraînements, mais ils sont aussi très dépendants de votre technique de course. C'est-à-dire que pour un même volume de sprint, si je suis bien placé quand je cours ou si au contraire, je cours très en cycle arrière, par exemple, je vais avoir des niveaux de contraintes accumulés sur mes ischios qui peuvent être très variables. Donc ça, c'est plutôt une nouvelle tendance qui s'ouvre aujourd'hui, qui consiste à finalement essayer de repérer vraiment les techniques de course qui sont trop contraignantes et chercher à les corriger, soit par des exercices qu'on peut assez simplement mettre en place durant les phases de réhabilitation, mais aussi par exemple durant les échauffements, pour corriger les joueurs techniquement avec
des plots, des lattes, avec le fait de courir avec une barre, avec un medicine ball devant soi qui corrige un certain nombre de choses, ou simplement en donnant des images visuelles aux joueurs qui l'incitent finalement à basculer sur une technique de course qui soit plutôt adéquate pour limiter les contraintes sur la chaîne postérieure. Et à ce titre-là, vu que je n'ai pas le temps de détailler, je vous engage vraiment à aller jeter un œil sur YouTube. Il y a une vidéo super intéressante qui a été publiée par Johan Lati, qui a fait sa thèse sur ces problématiques-là et qui permet vraiment d'avoir cette approche à 360 de tout ce qui peut être fait pour prévenir les blessures aux ischios. Parce que finalement, autant ça nous choque de voir en gym des mauvaises postures de la part d'un sportif, autant il est beaucoup moins dans la culture, du moins en sport collectif, de chercher à corriger des techniques de course qui sont presque dangereuses et qui peuvent se corriger assez facilement à condition d'être rigoureux, à mettre en place les exos qui conviennent et à le faire avec continuité dans le temps. Voilà, j'ai terminé. Je laisse ça en fond d'écran. Comme ça résume mon propos si vous voulez retenir les points clés. Lilian, c'est à toi. Merci beaucoup Yann pour ta présentation, c'était vraiment passionnant. La présentation est ouverte pour une ou deux questions, donc s'il y a une ou deux questions dans l'audience, n'hésitez pas. Oui, là-haut. Bonjour Yann, merci pour la présentation. Moi, ma question est plutôt sur la gestion de la charge. Du coup, pour atteindre ces pics de sprint dans la semaine, je viens aussi du foot, donc c'est pour ça que je pose la question. On est clairement sur de la gestion GPS et des courses à haute intensité, des courses de sprint toute la semaine. Qu'est-ce que, par expérience, on peut faire pour contrôler tous ces sprints quand on n'a pas tout ce matériel-là? Quand on n'a pas de GPS, c'est ça la question? Ouais, par exemple. Ok, là je pense que en fait c'est surtout du bon sens, hein. Le point de départ, c'est de dire que quand les joueurs ils jouent le week-end, ils jouent sur un grand terrain avec une densité qui est modérée. Il faut s'assurer qu'en milieu de semaine, ils soient réexposés à des situations d'entraînement qui les amènent à avoir des grandes courses vers l'avant. Et ça, le fait d'avoir des GPS, ça permet d'être plus fin dans le dosage et de s'assurer que on atteint bien ses vitesses et qu'on n'en fait pas de manière excessive par rapport à ce que le joueur peut encaisser. Mais sinon, le point de départ, c'est déjà d'une part de s'assurer qu'on a des situations d'entraînement qui reproduisent ces contraintes musculaires. Et puis, un autre repère dont il faut tenir compte, c'est que par exemple, si vous vous rendez compte que vos joueurs, quand ils ont joué les matchs le dimanche, ils sont fracassés au niveau des ischios le lundi et le mardi, et que jamais les lendemains de vos journées d'entraînement de milieu de semaine où vous pouvez mettre de la charge, vous avez des signes de courbature sur cette chaîne postérieure, ça veut dire en fait que le match représente pour vos joueurs quelque chose qu'ils n'ont jamais l'habitude de vivre. Et donc là, même si on n'a pas de GPS, en fait, c'est simplement de cerner en fait, ce dont peut témoigner en fait, des douleurs musculaires localisées qui peuvent être le témoin du fait que vous avez des angles morts dans votre entraînement qui reproduisent pas certaines situations contraignantes qui sont vécues en match. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, vous me faites. Salut Yann, du coup j'ai une question, c'est par rapport au sprint et au niveau de la pré-saison. À quel moment tu pourrais les mettre en place quand tu es par exemple dans une pré-saison de football? Alors j'ai pas tout entendu, je suis désolé. Alors je vais répéter bien fort, c'est quand tu mets en place les séances de sprint dans la pré-saison, c'est-à-dire à quel moment tu commences à les introduire, avec quelle progressivité j'imagine les sprints? Oui. En fait, il faut... Alors, sprinter pleine balle, c'est sûr qu'il ne faut pas recommencer par ça. Mais en fait,
dès le début de la pré-saison, vous pouvez assez facilement amener vos joueurs à faire des allongés, des choses où ils vont faire du 20, 22, 23 km/h. Et puis, ensuite, au fil des semaines qui passent, augmenter ces vitesses de course. Donc moi, je dirais, faut dès le début de la pré-saison commencer à être dans une logique à réexposer les joueurs à des vitesses qui dépassent les 20 km/h. Après, il y a une grande marge entre courir à 20 km/h et courir à 33, 34 comme peuvent le faire des joueurs pros. Donc, je dirais que assez vite, il faut être animé par ça. Il faut être vigilant simplement à le faire de manière contrôlée au début et pas que ça survienne dans des situations chaotiques qui émergent dans le jeu, en fait. C'est-à-dire que le mieux, en fait, c'est de le réintroduire sur des situations presque assez analytiques, finalement, où on contrôle vraiment les vitesses de course maximales qui sont atteintes par le joueur, de rester cantonné pendant cette période-là sur des situations avec ballon, lorsque c'est des situations qui sont jouées plutôt sur des petits périmètres, et puis progressivement pousser les curseurs de manière analytique, et au fur et à mesure que le joueur se réhabitue à ce genre de contraintes, augmenter les surfaces de jeu. Mais finalement, j'ai envie de dire, c'est comme, je sais pas, la muscu, c'est pareil, c'est-à-dire que comment s'assurer de ne pas faire des conneries sur les charges, on redescend bas, mais dès qu'on est dans une logique finalement à augmenter petit peu par petit peu, mais à le faire de manière consistante et en ajustant l'augmentation en fonction du ressenti des joueurs, c'est-à-dire quelle est l'intensité de leur courbature dans les jours qui suivent, assez vite, on arrive à revenir dans des standards qui sont tout à fait convenables, en fait. Mais ce qu'il faut surtout, à mon avis, c'est éviter d'être dans l'erreur à se dire ça deviendra une préoccupation dans 3 semaines, en fait. Il faut tout de suite être dans une logique à se dire même si au début, c'est de faire des allongés à 20, 22 km/h, c'est déjà ça. Et puis, à être très progressif là-dedans, mais à tout de suite se mettre dans cette démarche-là. Parce que sinon, le risque, en fait, c'est de se retrouver finalement au bout de plusieurs semaines de pré-saison sans vraiment avoir réintroduit cette dimension-là. Donc, je dirais ça. Et puis, je dirais, même si ce n'est pas toujours facile à mettre en place, d'inciter les joueurs à garder des expositions durant la trêve. Et ça peut consister simplement, lors de leur footing, à les inciter à faire quelques lignes en fin d'entraînement. Encore une fois, il y a un énorme gap entre ne rien faire du tout et maintenir des petites expositions, même si le volume reste faible. On entretient assez facilement les adaptations à l'entraînement, alors qu'on perd beaucoup de choses dès lors